Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je rejoins tout de suite Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, pour faire un petit tour de l'actualité internationale, mais particulièrement américaine. Bon matin, Guillaume. Bonjour, Alexandre. Écoute, Joe Biden a dû, dans les dernières semaines, là, au fur et à mesure que la campagne électorale s'approche, a dû prendre des mesures plus drastiques que prévues là, concernant l'immigration, particulièrement au contrôle à la frontière sud des États-Unis. Là, c'est une nouvelle mesure en immigration qui est annoncée par le président. Oui, et là-dessus, Alexandre, Joe Biden doit gérer tantôt, on pourrait dire qu'il va souffler le chaud et le froid, il en donne un peu, il en enlève un peu. Il faut qu'il fasse les deux. Parce que, politiquement, l'immigration, c'est dans le top 3 des enjeux aux États-Unis. D'ailleurs, c'est probablement dans le même top 3 que vous avez présentement en Grande-Bretagne. C'est le top 3 au moins en France. Ça s'impose de plus en plus ici parce qu'il y a, et c'est pas un enjeu de cœur sur la main ou pas, là, il y a des limites physiques à la capacité d'accueil, que ce soit le nombre de places à l'école, le nombre de logements disponibles, le nombre de places dans les hôpitaux, la capacité des services sociaux. Et là, évidemment, c'est pas parfaitement réparti sur le territoire américain, mais particulièrement au sud, il y a des enjeux majeurs, par exemple, pour abriter des immigrants illégaux. On avait décidé de transformer un gymnase d'école pour s'occuper de ces gens-là, mais les parents étaient peut-être moins contents que leurs enfants avaient plus de gymnase. Alors, il y a énormément de colère, puis c'est vrai que si vous avez une frontière qui n'existe que sur papier, ben vous n'avez pas de frontière. Si vous n'avez pas de frontière, mais là, on commence à jouer dans qu'est-ce que l'État? Parce qu'un État, ça a un début, ça a une fin, puis sur une carte, ben, il y a une ligne où on dit ici commence l'autorité étatique versus une autre. Alors, c'est un énorme enjeu et pendant très longtemps, les démocrates étaient de ceux qui disaient, si vous posez une question, si vous avez une insatisfaction par rapport à l'immigration, vous êtes un raciste, un xénophobe. Évidemment, tous ces gens-là ont fini par se retrouver chez Trump, pas parce que Trump a des solutions, mais parce que Trump dit ce que vous vivez, je considère que ça existe et que c'est important. Alors, si Joe Biden n'a pas de réponse importante sur l'enjeu de l'immigration, il est foutu. Alors, il commence à prendre des gestes beaucoup plus sévères à la frontière parce qu'il y a quand même, encore aujourd'hui, on parle de plusieurs milliers de tentatives de passage illégal, de passage illégaux à la frontière. Alors, on renforce ça, mais en même temps, sur le territoire, il y a entre 10 et 11 millions d'immigrants illégaux. Et ces immigrants-là, ils sont pas tous dans des refuges, là. Ils vivent parmi la population, souvent depuis nombre d'années. Et là, ne soyons pas hypocrites, voici 4 secteurs de l'économie qui ne fonctionnent en grande partie parce qu'ils reposent sur des immigrants illégaux. L'agriculture, alors, même les fruits et les légumes qui viennent des États-Unis ici, il y a des bonnes chances qu'ils aient été ramassés par des immigrants illégaux. Alors, l'agriculture, la construction, la restauration et l'hôtellerie. Si demain matin, j'enlevais les immigrants illégaux avec une baguette magique, je ferais s'effondrer 4 piliers majeurs de l'économie américaine. Alors, c'est pas rien, ça. Alors, à un moment donné, il faut se réconcilier avec les faits. Ces gens-là sont là, ils travaillent et ils font partie de la société américaine. Et si c'est Reagan qui avait été au pouvoir, Reagan aurait dit, on va faire une forme d'amnistie pour les ramener dans le giron de la légalité, ne serait-ce que pour savoir ils sont où, c'est qui ces gens-là, et que ces gens-là aient des droits. Quand tu es un immigrant illégal puis que ton employeur te paie pas ton temps supplémentaire, tu peux difficilement appeler la commission des droits du travail ou en parler à ton syndicat. Tu n'existes pas. Donc, ce sont des sous-citoyens quelque part. Alors, il y a quelque chose à faire. Et il y a un électorat aussi, particulièrement latino, qui est majeur pour les démocrates, majeur pour Joe Biden, surtout dans quelques États. Alors, Joe Biden a annoncé une mesure, je vais vous la décrire, là, qui est de l'ordre normal. Reagan aurait pu signer ça, puis personne n'aurait rien dit, mais on n'est plus à l'époque de Reagan. Alors, en gros, c'est une mesure qui permet de donner de la protection et un sentier vers la réhabilitation ou la capacité de faire partie du système à un certain nombre de gens, surtout les époux et les épouses et les enfants.
parce que, et voici le drame quelque part du dossier des immigrants illégaux, c'est pas, ou c'est rarement, là, vous avez un village, là, puis tous les immigrants illégaux sont dans la même maison, ou tous les immigrants illégaux sont dans le même quartier. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez, par exemple, une famille de 2 adultes, 3 enfants, ben, le père pourrait être légal, la mère illégale ou l'inverse. Puis dans les 3 enfants, il y en a 2 qui ont un statut légal parce qu'on est aux États-Unis, puis le troisième, lui, il est plus vieux, il est arrivé avec un des 2 parents. Alors, l'idée de dire on va expulser les illégaux, là, vous allez avoir des familles qui vont être séparées, là, parce qu'ils ne sont pas tous sous le même statut. Donc, Joe Biden dit, à partir de maintenant, et il le fait par un ordre exécutif, donc il n'y a pas besoin de passer par le Congrès, parce que c'est sûr que ça ne marcherait jamais. Il dit, les époux et les épouses, légalement mariés depuis il y a 2 jours, qui sont ici depuis 10 ans, ne peuvent pas être déportés. Donc, imaginez, là, pour ces familles-là, l'énorme soupir que ça vient de créer. Ouais. Ensuite, on va vous donner un sentier particulier pour que vous puissiez prétendre ou avoir un statut de travail, un permis de travail. Et vous avez 3 ans pour vous régulariser et là, vous pourrez avoir accès à un statut, une demande, sans avoir besoin de quitter le pays pour devenir résident permanent. Puis éventuellement, 5-6 ans plus tard, peut-être la citoyenneté. Ça touche quand même pas mal de monde, là. Juste les époux et les épouses, là, c'est 500 000 personnes, les enfants, 50 000 personnes. Wow. Au plan électoral, c'est à la fois payant et très risqué, Alexandre. Parce que c'est très payant parce que ça vise clairement 2 États où l'électorat latino va faire la différence et où Joe Biden est un peu derrière Trump, là. Le Nevada et l'Arizona. Et on le sait, là, l'élection présidentielle se passe dans 6 États. Le Nevada est un bel exemple. Il a été gagné par 3500 votes par Joe Biden la dernière fois. Ah, c'est fou, ça. Alors, ça prend pas grand-chose, là. C'est des minorités de vote, là. Mais la réponse républicaine, elle est carrément pour viser l'enjeu électoral, je dirais, là, sans se badrer avec les détails ou la vérité. Alors, vous avez Trump et les ténors républicains qui disent « c'est un sentier de l'amnistie ». Joe Biden est en train, et ça revient beaucoup, là, si vous écoutez Fox News, le but des démocrates et de Joe Biden, c'est de faire venir le plus d'illégaux possible pour leur permettre de voter à l'élection et de tricher l'élection. Ouais. Il n'y a pas le début du commencement d'une preuve reconnue par une cour de justice qui amène à penser ça, mais des fois, faire ce qui doit être fait, c'est électoralement risqué. Alors, on est à 6 mois de l'élection à peu près. Joe Biden pose cette mesure-là, qui est une mesure, appelons ça peut-être davantage de l'ordre de la protection puis de la réconciliation avec les faits. Je m'attends à ce qu'il y ait dans les mois suivants peut-être une autre politique pour être encore plus dure à la frontière, parce qu'il y a un réel problème. Si vous avez une frontière qui est traversée illégalement des milliers de fois par jour, il y a quelqu'un qui fait pas bien son travail, vous n'avez pas les bonnes mesures en place. Alors ici, Joe Biden va essayer de jouer les deux, mais c'est à la fois très courageux, essentiel pour, appelons ça, je dirais une charité chrétienne puis une réconciliation des faits, mais en même temps un peu risqué parce que si l'expression déchirer sa chemise, là, c'est à peu près l'idée de la réaction des républicains jusqu'à maintenant. Oui, mais comme dans beaucoup de dossiers, par contre, là, pourrait-on dire, là, déchirent leur chemise sur beaucoup de choses, mais non, effectivement, c'est quand même une drôle de balance que doit garder Joe Biden là, autour de tout ça, puis il pourrait jouer son élection, ni plus ni moins, comme tu le dis là-dedans. Si on parle d'élection, il va y avoir aussi un autre choix excessivement essentiel, les choix de vice-présidence. Là. Je veux dire, du côté de Joe Biden, j'imagine, c'est encore Mme Harris, quoi que c'est peut-être... Est-ce que c'est confirmé que c'est Mme Harris? Enfin, c'est confirmé politiquement, ça sera avalisé lorsqu'il y aura la convention, où là, voilà. On va littéralement rendre ça là, officiel. Mais du côté Mme de Harris, Trump, c'est beaucoup plus mystérieux. Là. Ouais, parce que là, pour les colistiers, on avait, parce qu'au départ, on pressentait, je me souviens plus de son nom, là, cette politicienne qui a écrit un livre choc dans lequel elle dit qu'elle a battu de sang-froid, c'est le chien de la famille, puis des chevaux, puis plein d'affaires. Je veux dire, elle, est-tu encore dans le portrait? Non, elle s'est auto-exclue de manière assez exceptionnelle. Là. C'est quelqu'un qui voulait vraiment... Alors, c'est Kristi Noem, un gouverneur très télégénique,
de l'État du Dakota du Sud, et elle voulait vraiment, vraiment, vraiment être la vice-présidente de Trump. D'abord parce que elle remplit un paquet de critères. Aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent Trump est vieux et il pourrait s'enfarger dans l'escalier ou le Saint-Esprit pourrait se réveiller puis le rappeler pour l'envoyer quelque part. Puis là, tu te retrouves catapulté de l'aile Est au bureau aval et c'est toi qui deviens président. Évidemment, être vice-président, c'est être rien ou presque rien, mais en même temps, tu es presque tout. Tu es à un battement de cœur de devenir président. C'est pas inintéressant quand tu es le gouverneur d'un État que personne ne sait c'est où, là. Alors, ça vous donne un peu une idée. Mais elle s'est auto-exclue parce que les gens aiment leurs animaux de compagnie et écrire dans un livre que là, il était un peu turbulent et que tu l'as abattu de sang-froid avec ton fusil, peut-être qu'elle s'est trompée d'électorat. Là. Elle a mal jugé les Américains. Mais alors, Trump, qui il veut? Et que ce soit Trump ou un autre, quand on cherche un candidat à la vice-présidence, normalement, il y a les critères suivants. Alors, critères souvent oubliés, mais toujours prétextés, c'est si jamais je meurs, qui je veux qu'il soit président. Et là, on pourrait se dire, le sens de l'État doit dominer. On prend pas un parfait imbécile, on prend pas quelqu'un qui n'a pas l'expérience. On veut raisonnablement, un peu comme, par exemple, si vous avez des jeunes enfants et que vous choisissez quelqu'un pour s'occuper de vos enfants si vous mourrez, vous prenez pas la personne qui va être le plus intéressante pour un électorat ou pour un autre. Vous vous dites, je veux le meilleur pour les enfants. Je veux le meilleur Mais ça, pour le c'est pays. normalement, Guillaume, parce que c'est ça que je retiens de ta phrase. Normalement. Mais il n'y a rien de normal avec M. Trump, n'est-ce pas? Non. Et là-dessus, la majorité des critères politiques viennent après ça, on peut pas divorcer la politique de l'État. Alors ici, on cherche quelqu'un qui va compenser traditionnellement le président. Compenser au sens où, par exemple, lorsque vous aviez quelqu'un qui était très présent au nord, vous vouliez quelqu'un au sud, quelqu'un qui va appeler un électorat qui est un peu différent du vôtre. Par exemple, Joe Biden a pris Kamala Harris, qui est une femme de race noire. Alors, ça compte, ça. Le fait qu'elle vienne de la Californie, ça change rien. Les démocrates vont la gagner, même s'ils font pas campagne. Là. Alors, des fois aussi, vous prenez quelqu'un qui vient d'un État qui peut le faire tomber dans votre colonne. Alors ça peut être intéressant. Mais pour Trump, les deux qualités numéro 1, c'est bizarre de dire ça, c'est que 1, ça doit être quelqu'un qui paraisse bien à la télé, parce qu'il ne pense la chose que uniquement dans ces termes-là. Et 2, il veut quelqu'un qui lui fera pas ombrage. Il veut un sycophante. Quelqu'un qui se lève le matin et que la première chose qu'il dit, c'est « Trump est un génie ». Quelqu'un qui va dire n'importe quoi, Trump, génial, c'est ça qu'il a besoin. C'est quelqu'un qui est profondément insécure et qui n'a vu que en anglais, on dirait des praise, des compliments ou des flagorneries, sincères ou pas, de son entourage. Et là, il en regarde 3, moi je pense 4. Alors d'abord, Doug Burgum, personne, si vous savez pas c'est qui, faites-vous-en pas. La vaste majorité des Américains ne savent pas il est qui non plus. Il est gouverneur du Dakota du Nord. Oh. Il a le sex appeal et le charisme d'une poignée de porte. C'en est même troublant. Mais il dit pas de conneries. Il est multimillionnaire. Ça plaît à Trump. Trump est impressionné par l'argent. Et franchement, ça donnerait à Burgum une nouvelle route. Là. Puis il a 68 ans. Contrairement à Trump, c'est une petite jeunesse. Là. Ouais. Mais plate au possible. D'ailleurs, pour compenser Trump, vous voulez quelqu'un qui a même pas de commencement d'odeur de scandale. Il y en a assez avec le candidat principal. Ouais. Alors, ça, c'est 1. Mais il est parfaitement ennuyeux, puis le Dakota du Nord va voter pour Trump, peu importe. 2. Ensuite, vous avez J.D. Vance, qui est absolument fascinant, 39 ans. Il a écrit un livre, Alexandre, j'ai fait une lecture dominicale là-dessus, il faut lire ça, Hillbilly Elegy. Il explique parfaitement l'État, pourquoi des gens, des Blancs, avec pas d'éducation universitaire, se sont sentis abandonnés par les démocrates et se sont retrouvés chez Trump. Ce qui est un peu triste, c'est il se décrivait lui-même comme un never Trumper. Moi, jamais Trump. Cet homme-là est dangereux, c'est un bouffon, c'est un clown, il est indigne d'être président, et aujourd'hui, il dit que Trump est un génie. Alors, vous voyez, il y a des revirements un peu particuliers, mais il y a 39 ans,
Et très franchement, comme il est très intelligent, très brillant, c'est un diplômé de Yale, c'est vraiment un parcours il est parti d'absolument rien, il connaissait personne dans son entourage qui avait fini le secondaire pour finir diplômé de Yale. C'est sûr que s'il est vice-président, tout le monde va le voir, lui, comme le prochain. Est-ce que Trump va vouloir avoir de l'ombre? C'est pas clair, mais il vient de l'Ohio et le Midwest, c'est la clé de l'élection. À la fin, là, c'est la clé. Puis ensuite, on a Marco Rubio, qui lui est un sénateur de Floride. Les insultes entre lui et Trump, c'est presque de l'ordre de la cour d'école. Ça va de qui est le mieux équipé, là, c'est une farce monumentale. Mais maintenant, Marco Rubio aussi a une conversion. Et il pense tout ce que Trump pense. Mais dans les faits, Marco Rubio, sur l'Ukraine et autres, c'est un faucon. Le nouveau mouvement MAGA les déteste. C'est pas clair. Moi, j'ai encore un petit 2$ sur Tim Scott. Retenez ce nom-là. Un sénateur de race noire de la Caroline du Sud. Il a 58 ans. Il a le respect du mouvement conservateur chez les élus. Et franchement, Trump, à date, surperforme dans la population noire par rapport aux républicains historiquement. Et avec Tim Scott, ça pourrait vraiment là, faire une différence. Et comme l'élection se joue à quelques milliers de votes, ce serait un énorme problème pour les démocrates parce que c'est un électorat essentiel pour les démocrates. Ouais. Donc, voilà un peu pour le choix. Bref, qui m'aime le plus et qui peut mieux le dire à la télé, c'est à peu près ça les deux critères de Donald Trump. Inhabituel. Tantôt, on parlait de normalité. C'est complètement inhabituel, mais bon, on peut toujours se consoler en se disant que ça fait des analyses excessivement intéressantes et différentes d'habitude. Guillaume Lavoie, gros merci. Ton plaisir.